Imaginez que vous avez un rêve et que vous avez un talent. Vous travaillez dur, mais le jour J, tout s'écroule. Quelqu'un d'autre vous est passé devant. Ça arrive tellement souvent qu'on a étudié le phénomène, et de fait, la compétence est rarement décisive à l'entretien d'embauche. Ce qui prime souvent, c'est que le candidat soit apprécié, et c'est sur cette base qu'on lui attribue après coup la compétence. De la même façon qu'on blanchit plus facilement un accusé qui fait bonne impression. Et c'est extrêmement frustrant, parce que quand on travaille, on aimerait recevoir le fruit de ses efforts. Et pour parler de ça, on va s'arrêter sur koh à travers le débat entre Thomas Hobbes versus David Hume. En général, quand les philosophes parlent de koh ils voient ça. Pourquoi nous sommes corrompus? Ou ça. Parce que tu vois déjà j'ai pris beaucoup Non, sur moi. À les entendre, koh serait un concentré de bêtises et de violence sociale. Ils se trompent. koh peut nous apprendre quelque chose parce que, habituellement, tous les sports entretiennent l'illusion que les forts, les intelligents et les habiles triomphent. koh est beaucoup plus réel. À koh comme dans la vie, les meilleurs ne gagnent pas. Alors, qui sont les vrais vainqueurs? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux pour notre vie? Quel est leur secret pour coiffer tout le monde au poteau? La tactique naturelle dans un jeu, c'est de s'entraîner à devenir le meilleur. Le secret du feu, c'est d'être minutieux et de bien préparer. C'est vrai que je me suis entraîné pendant presque 3 ans à faire le feu. Qu'est-ce que vous avez fait sur le premier jour? J'ai fait le feu. Vous avez mis 2 minutes et 30 secondes. Sam est le talent le plus précoce de l'histoire de l'émission. Hélas pour lui, koh simule ce que Thomas Hobbes dans le Léviathan appelle l'état de nature. Et dans l'état de nature, contrairement à ce qu'on pense, règne l'égalité entre les hommes. Voici pourquoi. La nature a fait les hommes tellement égaux quant aux facultés du corps et de l'esprit que, bien qu'on puisse trouver un homme dont le corps est manifestement plus fort ou l'esprit plus rapide que celui d'un autre, tout compte fait la différence entre deux hommes n'est pas aussi considérable. L'homme le plus faible a assez de force pour tuer le plus fort, soit par quelque secrète machination, soit en conspirant avec d'autres qui courent le même danger que lui. En milieu hostile, vous avez beau être habile et musclé, 3 bossus avec un caillou auront au fait de vous renverser, et les têtes qui dépassent ne vont pas tarder à tomber. Alors je pense que Benoît s'est vexé et qu'il est un peu jaloux que 19 ans je suis capable de faire des choses beaucoup mieux que lui. Pas des incapables, on est tous à koh pour faire l'aventure koh. Et leur sentence est irrévocable. Les compétents la prennent à leurs dépens. Dans la guerre de tous contre tous, le talent personnel n'est rien, l'alliance est tout. Tu n'as pas compris que koh c'était quand même avant tout une aventure humaine. Tu ne te mêles jamais à nous. Tu es toujours à l'écart, donc c'est pour ça que je mets ton nom ce soir. Les spectateurs ont vécu l'élimination de Sam comme une injustice, mais si on admet que la coopération est ce qui a permis à l'homme de réussir, on peut trouver normal de sacrifier les meilleurs pour assurer la cohésion du groupe. C'est d'ailleurs ce que faisait la première démocratie du monde avec l'ostracisme. À Athènes, les citoyens votaient chaque année pour bannir un citoyen trop influent en inscrivant son nom sur l'ostracon, un tesson de céramique qui n'est pas sans rappeler les parchemins de koh. Les plus malins l'ont donc compris. Pour gagner en milieu hostile, il faut jouer un autre jeu que la compétence. Vont-ils réussir à triompher? Le stratège l'a bien compris. Fidèle à Hobbes, il sait qu'il faut ruser pour augmenter sa puissance. Et ce personnage, on le connaît bien. Fan de poker et du loup de Wall Street, il n'est pas venu à koh pour se faire des amis. Sa vision des rapports humains est assez cynique, il aime l'influence et les business faciles, et si on le transposait en séduction, son truc ce serait sûrement d'aborder des inconnus en employant des techniques de pervers narcissiques américains. Il sait que toute relation n'est qu'affaire de pouvoir, et tout sentiment, un faux semblant. Voici le prince de tous les stratèges. She died, Did you get the letter? John Dalton a marqué l'histoire de Survivor, la version américaine, et ce, pas pour les meilleures raisons. What happened? He's not around. Pour un stratège, toute technique est bonne à prendre, même feindre la mort de sa grand-mère. Mais outre le mensonge, le stratège a bien sûr une arme beaucoup plus décisive à disposition, et c'est l'alliance. Le stratège est celui qui n'hésite pas à monter les candidats les uns contre les autres. Là, je ne faisais plus rien depuis 2-3 jours, mais dès que la roue allait tourner, dès que j'allais voir des failles chez les jaunes, j'allais les exploiter. Et voici la question. Si le stratège est si malin, s'il a compris les rouages de la psychologie humaine et du succès, comment expliquer ces échecs lamentables? Lui qui réfléchit, pourquoi fait-il pire que les naïfs? Lui qui passe tellement de temps à soigner ses relations, pourquoi se retrouve-t-il tout seul?
il doit bien lui manquer une partie de la vérité. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Qu'est-ce que Hobbs n'avait pas vu? C'est sûr que Koh-Lanta, ce n'est pas que de la stratégie. Je le saurai pour la prochaine fois peut-être. David Hume répond magnifiquement à cette question au 3e livre du traité de la nature humaine, qui traite de la morale. Hume est au fond d'accord avec Hobbes. Si la société se forme, c'est bien parce que les membres y trouvent des avantages pour leur sécurité et leur survie. Hobbes, vous le savez, parle du fameux contrat social qui permet aux humains de sortir de la guerre de tous contre tous, une sorte de pacte de non-agression. Mais Hume adresse à Hobbes une objection qui fera date. Pour former la société, il faut non seulement qu'elle soit avantageuse, mais aussi que les hommes soient conscients de ces avantages. Et il est impossible que dans leur état sauvage et sans culture, ils soient jamais capables, par l'étude et la réflexion seule, d'atteindre cette connaissance. Voilà le problème. Un homme préhistorique ou un animal ne peut pas calculer les bénéfices qu'il va tirer d'une alliance. Ça se passe pas comme ça dans la nature. Pourquoi s'est-on allié? Eh bien, parce qu'on en ressentait le besoin émotionnel. Parce qu'on ressentait de l'affection et de la compassion. L'alliance ne vient pas de la raison, mais du sentiment. Et c'est pas du romantisme. La psychologie évolutionniste a montré que Hume avait raison sur Hobbes. Les instincts prosociaux ont été sélectionnés par l'évolution parce qu'ils sont avantageux. Mais il n'y a pas eu de calcul explicite, comme suppose Hobbes. Ce calcul s'est fait inconsciemment entre nos gènes et la nature, et nous avons simplement suivi nos sentiments. Quel est le rapport avec Koh-Lanta? Eh bien, les stratèges me semblent refaire l'erreur de Hobbes. Ils rationalisent trop les alliances, parce que l'alliance, c'est pas une communauté de faim, c'est une communauté d'affinité. Dès le début, je suis aux larmes parce que je perds un pote. Quand je vais vraiment tisser des liens longs, ça va être dur. Les vainqueurs de Koh-Lanta ont des alliances, mais ce sont aussi des amitiés qui les impliquent émotionnellement, et qui sont donc plus solides, parce qu'elles se fondent sur des millions d'années d'évolution, plutôt que sur de la manipulation de comptoir. Je suis chanceux, fier et heureux d'avoir pu faire une amie comme Mag. Non, c'est exceptionnel. Vraiment. Et quand ils finissent par gagner, on est assez content pour eux, parce que ils ne sont ni des êtres parfaits, ni des stratèges froids, ils nous semblent simplement humains. Bien sûr, il n'y a pas de recette miracle pour remporter la victoire, mais on peut éviter 2 écueils. Premièrement, penser que le monde s'inclinera immédiatement devant nos compétences exceptionnelles. Deuxièmement, confondre la vie en société avec l'art de la guerre. Vous connaissez ces manuels qui veulent nous apprendre le leadership et la persuasion, et toutes ces techniques de séduction censées manipuler vos cibles pour atteindre vos objectifs. Ce cynisme confine à la stupidité. Parce que la nature nous a déjà pourvus de tous les biens. Le pouvoir appartient aux compatissants et aux vulnérables. La meilleure façon d'être aimé, c'est encore d'être aimable. En faisant cette vidéo, j'ai pensé à une anecdote. Quand j'ai commencé à enseigner, il y a 6 ans, on donnait toutes sortes de conseils pour gagner l'autorité sur la classe. On nous parlait de posture corporelle, de psychologie, d'expériences scientifiques sur des rats. On nous parlait de charisme, il y a plein de chaînes YouTube là-dessus. On nous conseillait d'amadouer les élèves ou au contraire de les intimider avec nos connaissances. Il fallait se tenir droit, faire un examen difficile, sanctionner ou ne pas sanctionner. Il fallait faire 1000 choses. Aujourd'hui, pour moi, le seul conseil que j'ai reçu et qui tient la route, c'est le suivant. Testé par l'expérience. J'aimerais vous le partager, peut-être que vous pourrez abonder dans ce sens ou le transposer à votre domaine. Pour être respecté de ses élèves, le mieux, c'est d'apprendre leur prénom.